Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, mon patriote, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'avais qu'une voix. Bienvenue à vous tous et surtout à ceux qui font ces vraies voix citoyennes. Aurélie Gros et Stéphane Pellet, coprésidents du G500 citoyens, l'ONG citoyenne, 500 associations et 500 000 sympathisants. Et alors, bonne année Aurélie Gros. Bonne année à vous aussi, Frédéric, et bon anniversaire, à ce que j'ai compris. Oui, bien vu. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs, vous ? Peut-être un peu plus d'écoute, une année vraiment, vraiment, vraiment citoyenne. Stéphane Pellet, bonne année à vous. Bonjour et bonne année. Moi, il ne me reste plus rien à dire. Ah si, vous avez toujours quelque chose à dire. Alors, 2023, ouais. L'année 2. Vous êtes tout seul là aux commandes. C'est qui le patron? Ah oui, ça c'est bien. Vous nous aviez fait découvrir cette association sur les produits justement qui sont des produits tracés. Ça coûte un petit peu plus cher, mais on sait d'où ça vient. On en parlera. Voilà, ça fait partie de ces beaux projets dont vous nous parlez. Et d'ailleurs, Aurélie Gros, au sommaire, nous allons revenir sur la grève des médecins généralistes qui se poursuit après déjà une semaine de mobilisation. Les 100 000 médecins libéraux, dont la moitié sont des généralistes, exercent en France dans des conditions matérielles de plus en plus difficiles. Nous allons en parler. Tout à fait. Vous le savez, ce métier n'attire plus. Résultat, la France subit le phénomène des déserts médicaux qu'on retrouve à peu près dans tous nos villes et villages de France, même des fois dans certains quartiers de Paris. La couverture des besoins des Français n'est plus assurée. Nous en parlerons. Nous recevrons avec les responsables de Médecins pour demain. Pas de demain, mais pour demain. Oui. Le fameux collectif qui est à l'origine de la grève des médecins qui se poursuit effectivement encore. Et au programme aussi dans cette émission, ce sera la deuxième partie, le cinéma pour tous. Plus de 5000 jeunes des quartiers prioritaires assistent chaque année à des projections débats et participent à des concours. Stéphane Pellet. Eh oui, l'association Cinéma pour tous, présidée par Isabelle Giordano, qu'on ne présente plus, l'ancienne Madame Cinéma de Canal+, ou encore de France 2. Cette association donc a plus de 16 ans et donc fait participer de très très nombreux gamins finalement dans des salles de cinéma, les vraies salles de cinéma. Et c'est Clémentine Charlemagne, la nouvelle déléguée générale, qui viendra nous en parler. Très bien. Et je n'oublie pas que pour vous, en 2023, il y aura un événement important, rappelez-le nous, pour le G500, dans à peine plus de 6 mois précisément, à Marseille. 6 mois, le 8, le 9 et le 10 juin 2023 à Marseille, le sommet citoyen, le premier sommet de la société civile, où nous parlerons des grands sujets qui rythment les débats en France et où les citoyens pourront s'exprimer et proposer surtout des solutions réalisables et on espère être bien entendus par nos dirigeants. Allez, c'est parti pour le premier thème, donc la grève des médecins généralistes qui se poursuit, hein, c'est une des informations qui est tombée aujourd'hui. Nous présentons nos invités, Noël Clariclé qui est en plateau. Bonsoir Noël. Bonsoir. Et bonne année à vous. Merci, à vous-même. Nous avons aussi Christelle Audigier et Sylvain Gonzalez qui sont avec nous via la visio. Vous savez qu'on n'arrête pas le progrès. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous entend bien. Et bien sûr, bonne année à vous deux. Aurélie Gros, c'est à vous. Bah oui, ils sont 3, mais il faut bien au moins 3 médecins pour alerter. Je crois qu'aujourd'hui, on traverse une telle crise qu'aujourd'hui, il est temps aussi de donner la parole à ceux qui ont des solutions sur le terrain. Donc on est particulièrement heureux de vous recevoir ce soir. Comme tous les Français, nous voulons comprendre comment nous avons pu en arriver là avec cette grève, reconduite pour cette semaine encore, de rentrée. Mais d'abord, expliquez-nous comment s'est formé ce collectif, parce que je rappelle que c'est un collectif. Voilà, oui, une sorte de première au-delà de vos syndicats respectifs. Oui, ce qui tranche avec les syndicats, mais on a vu ce principe notamment à la SNCF avec là aussi des collectifs. Alors Noël Clariclé. Alors, moi, je suis porte-parole. J'ai envie de laisser la parole à Christelle Audigier, qui est donc avec nous et qui est la fondatrice de ce mouvement. Eh bien, alors Christelle Audigier, allons-y. Bonsoir, alors merci d'abord de nous recevoir tous les trois sur votre émission.
et votre plateau pour Noël. Donc le mouvement, en fait, alors moi, collectif, mouvement, coordination, on peut appeler ça en des termes qu'on veut. C'est un regroupement informel de médecins qui a commencé en fait début septembre de cette année, enfin 2022. En fait, qui au départ était un groupe pour discuter en fait de nos problématiques et essayer de convenir de solutions. Qu'est-ce qui apparaîtrait aux yeux des médecins, les médecins donc de terrain qui travaillent comme des solutions pratico-pratiques pour résoudre les problèmes immédiats et futurs de nos professions libérales. Et les solutions, vous les avez finalement assez vite identifiées, hein ? En moins d'un mois, c'était identifié. Il y en a quelques-unes qui sont apparues au cours du mois d'octobre. Mais en fait, ça a été très rapide. En quelques semaines, on a eu des propositions fixées et les médecins nous ont suivis. On avait plus de 1000 adhésions par semaine. Le mois d'octobre et novembre a été encore plus important. Et en fait, donc, vous avez eu ce regroupement. Et en fait, ce qui est encore plus étonnant, c'est-à-dire que non seulement on est tombé d'accord assez rapidement entre médecins, mais derrière, les médecins se sont mobilisés et ont suivi vers une fermeture des cabinets totale. On était plus de 80% sur le 1er et le 2 décembre, qui était un peu notre coup d'essai. Notre coup de semonce également envers l'État pour dire « Attention, nous sommes plus de 15 000. » Oui. Il nous a des propositions. Écoutez-nous. Et tout ça, en fait, c'était un peu la première grosse étape du groupe. Alors, Aurélie Gros, oui. Vous êtes de toutes les régions de France, hein, donc c'est aussi la force de votre collectif et le constat, en fin de compte, sur la profession de médecin de ville. Vous avez eu le même constat dans toutes les régions de France ? Oui, quels que soient les endroits. Sylvain Gonzalez ? Oui, tout à fait. Les problématiques sont assez, quand même, ubiquitaires en France. On a tous les mêmes patients, même type de patients, les mêmes locaux à prendre, à louer ou à acheter. Et donc, c'est vrai que sur toute la France, nous nous sommes tous retrouvés derrière ce que nous a présenté au départ Christelle sur les réseaux sociaux. Et après, une émulsion s'est créée et nous nous retrouvons à plus de 16 000 médecins au jour d'aujourd'hui. Bon, vous nous avez tous les deux donc maintenant situé le contexte. On vous a beaucoup entendu parler, hein, bien sûr, ces dernières semaines, mais concrètement, ces propositions, ces obligations que vous avez assez vite identifiées, comment on peut les présenter, peut-être par ordre hiérarchique, puisque vous êtes la porte-parole, Noël Clariclé, allez-y. Sur les propositions que nous avions, en fait, déjà dans un premier temps, parce que là vous parliez tout à l'heure de la grève des généralistes, ce n'est pas une grève de généralistes, mais bien de médecins libéraux, toutes spécialités confondues, parce que vous savez que c'est très disparate sur le territoire. Il y a une grande disparité de spécialistes, dans le sens où c'est compliqué aujourd'hui de trouver un spécialiste également. Parfois c'est 6 mois, 8 mois d'attente. C'est une galère. Voilà. Et donc moi je me rappelle quand je suis arrivée dans le mouvement, qu'avait monté Christelle, ce qui était étonnant au début, avant même qu'on parle de propositions, c'était d'entendre tous ces médecins qui en fait parlaient la même langue, avec les mêmes problèmes, avec exactement les mêmes complications au quotidien, les mêmes difficultés, qui se rassemblaient en se ressemblant, en se rendant compte que oui, en PACA, en Bretagne, on avait tous les mêmes difficultés. Et ça a vraiment fait cette émulation. Et dans un premier temps, c'était très vous aussi c'est ça, vous aussi c'est ça. Et d'un seul coup, c'est parti sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et c'est là que c'est devenu un mouvement extrêmement intéressant, parce que toutes ces problématiques qui engendraient en fait des réponses du gouvernement qui ne nous convenaient pas, on s'est tous mis au travail pour proposer des choses pour l'accès aux soins, de manière à pouvoir apporter des solutions. Et alors les solutions? La première. Il y en a plusieurs des solutions si on parle des déserts médicaux. Mais c'est bien de dire solution, il faut le préciser aux éditeurs et non pas revendication. Exactement. Parce que c'est des solutions. Vous proposez des propositions réalisable. Exactement. C'est parti, en un. Comment choisir une? La première, peut-être, c'est sur les déserts médicaux. Dans cette pénurie de médecins dans les déserts médicaux, on manque donc cruellement de consultations. Pourquoi pas créer des consultations avancées sur lesquelles les médecins déjà installés pourraient aller une fois par semaine, deux fois par mois, peut-être une fois par mois, en fonction des possibilités, sur la base d'un volontariat. Alors peut-être avec une enveloppe incitative, parce que quitter son cabinet, qui tourne avec ses charges, il faut quand même pouvoir le laisser derrière
derrière soi. Avec quand on part dans un désert, c'est des kilomètres, etc. Donc bon, mais pourquoi pas? Et pour ça, il faut des structures qui accueillent quand même ce médecin qui va venir peut-être une fois par semaine. Alors peut-être un local, peut-être un bureau, peut-être une secrétaire. Mais tout ça, ça s'organise. En tout cas, ça pourrait être une solution. Et puis, pour ce médecin qui quitte son cabinet pour aller prêter main forte une fois par semaine ou 2 fois par mois dans ces déserts médicaux, peut-être l'autoriser à être remplacé pendant qu'il est absent. Parce qu'actuellement, si un médecin déserte son cabinet et qu'il va travailler plus loin, il n'a pas le droit d'être remplacé. Donc il délaisse ses propres patients sur son territoire. Et là, on déshabille Pierre pour habiller Paul et ça serait dommage. Donc ça se fait partie de nos propositions. Ouais. Peut-être une... Non, j'avais un petit message de notre réalisateur, mais c'est bon, nous pouvons continuer. Oui, Sylvain Gonzalez, peut-être sur d'autres propositions que vous mettez en avant. Oui, on peut par exemple parler de la simplification administrative. Vous prenez l'exemple aujourd'hui d'un patient qui a été malade toute la nuit. Il a fait une intoxication alimentaire en mangeant des huîtres le 31. Quel dommage. Il est malade, mais le lendemain matin, il va mieux, il n'a plus de symptômes, mais il est tellement fatigué qu'il ne peut pas aller travailler. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt que d'engorger les cabinets de ville à aller consulter pour avoir un arrêt de travail, qu'il y ait des possibilités d'autodéclaration, comme ça a pu être vu pendant la période Covid, de ces patients, avec un certain nombre de jours, par exemple, par an. Faut-il encore que ce soit vérifié, quoi, parce que évidemment, on connaît toujours le problème des abus. Oui, mais ça, après, c'est... Faut quand même un peu responsabiliser les gens. On n'a pas des enfants. C'est souvent le problème aussi, quand même. Faut bien le dire. Tout le monde n'est pas très réglo. Mais si on en est là, après, c'est dommage parce qu'on ne fait plus confiance à personne. Vous savez, quand on voit un patient, par exemple, le lundi soir, parce qu'il a été malade, tout le lundi dans la journée, ou même un jeudi soir, pour pas risquer les week-ends prolongés, on pourrait dire... Il est plus malade, il a plus de signes, on l'examine, il n'y a rien à l'examen. On doit croire nos patients. Nous, on n'est pas là pour juger, pour dire est-ce que le patient est un menteur ou pas. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de soigner, de prendre en charge la problématique du patient. Et donc, ces arrêts de travail qu'on va mettre sur la journée, qui ont donc aucune répercussion sur le budget de la sécurité sociale. Il faut bien savoir, vu qu'il y a un délai de carence des arrêts de travail, c'est juste pour justifier son absence auprès de l'employeur. Donc, et puis ça serait limité. Derrière... Bon, écoutez, on va continuer avec vous parce que c'est évidemment passionnant. Nous sommes en plein dans l'actualité. Vous avez des mesures concrètes. Nous continuons de les énumérer avec vous. Mais vous connaissez le principe. Petite pause pub et nous revenons, les vraies voix citoyennes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros et Stéphane Pellet sont avec nous pour notre plus grand plaisir, co-président du G500 citoyen, l'ONG citoyenne avec 500 associations et 500 000 sympathisants. La grève des médecins généralistes se poursuit, mais plus généralement, et on l'a précisé, la grève des médecins libéraux. Et le collectif qui s'est créé avec ses représentants qui sont en plateau ou en liaison avec nous l'ont rappelé. Aurélie Gros, c'est à vous. Nous étions sur l'énumération des propositions. C'est très concret. Hein ? Oui, parce qu'on parlait de simplification administrative. Effectivement, on parle aussi dans vos propositions de revalorisation salariale. Mais avant d'en arriver à la mesure qui est tant discutée, en tout cas sur les plateaux en général, j'aimerais aussi qu'on parle de l'attractivité de ces métiers, en fin de compte, de médecins de ville, médecins généralistes, psychiatres, tous les médecins qui exercent dans nos villes et villages de France. Parce que je pense qu'il y a peut-être des mesures et des propositions à faire pour redonner de l'attrait à cette jeune, parce que les jeunes aujourd'hui, quand on regarde, quand ils sont plus jeunes, ils veulent être médecins. On regarde l'école primaire, il y a beaucoup d'enfants qui veulent être médecins. Quand ils arrivent au bac, ils veulent plus l'être. C'est vrai qu'on n'a pas un enfant qui dit « je voudrais être otorino-laryngologiste » par exemple. Oui. Peut-être Christelle Audigier. Oui, merci. Alors, il faut bien penser que notre métier, à l'heure actuelle, n'est pas très attractif. On vous a déjà parlé des difficultés à avoir des locaux aux normes, à pouvoir employer quelqu'un que actuellement c'est un peu court financièrement.
soyons honnêtes. Ensuite, il y a la pénibilité propre à notre travail. Un travail qui nous passionne, c'est d'être soignant. Et être soignant, c'est être exposé à la souffrance humaine quotidiennement, qu'elle soit sociale, qu'elle soit relationnelle et qu'elle soit physique. C'est-à-dire qu'on nous demande de répondre à cette souffrance, on nous demande de trouver des solutions. Alors des fois, la seule solution qu'on a, c'est accompagner, mais c'est une certaine pénibilité. On rentre à la maison, on a vécu cette souffrance dans une certaine mesure et on doit faire fi quand on rentre à la maison pour continuer à vivre notre vie personnelle. C'est quelque chose qui nous passionne, mais c'est quelque chose qui a un poids quand même à porter. Et dans le cadre des difficultés d'accès aux soins, il y a également de plus en plus d'agressions de la part des patients envers leurs médecins. Et c'est dû à quoi? Est-ce que vous l'avez analysé ça? Parce que c'est vrai que ça fait partie des témoignages qui reviennent très 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 souvent. Les gens, on dit les gens sont, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des patients qui ne trouvent pas de médecin et qui sont dans une forme de désespoir ou d'urgence pour trouver un médecin, c'est-à-dire un parent qui est inquiet pour son enfant, qui fait de la fièvre et qui ne trouve pas de médecin pour répondre à ses questions et qui doit faire 45 minutes de route pour pouvoir aller aux urgences alors qu'il sait que son enfant ne nécessite pas forcément une prise en charge aux urgences, mais nécessite un examen d'un médecin pour vérifier s'il y a besoin d'un traitement ou non, vérifier quelles sont les choses à surveiller également chez son enfant. Et ça, quand vous avez un groupe de médecins, de 5 médecins par exemple, qui est de l'autre côté de la rue de chez vous, et qu'on vous dit non, il n'y a pas de rendez-vous avant 2 semaines, c'est quand même très difficile à digérer, surtout quand votre enfant est potentiellement en danger. Voilà, ça c'est pour le coup, c'est très concret. Aurélie Gros. Oui, il y a même des personnes qui, hélas, perdent des êtres chers. Et aujourd'hui, pour faire constater un décès sur les territoires, ça peut être même très traumatisant pour les familles. Donc on peut comprendre aussi que toute cette colère rentrée, parce qu'ils vivent un moment de désespoir, peut engendrer des comportements très difficiles. Mais bon, je ne vais pas expliquer ça à la psychiatre qui est en face de moi. C'est-à-dire que c'est vraiment le choc de ces 2 personnes qui se rencontrent. C'est un couple, le médecin et le patient. Bien sûr. On parle de rapport de confiance, d'ailleurs, un contrat de confiance entre les 2. Une grande proximité. Il y a une grande proximité, on rentre dans l'intimité des gens. Et à partir du moment où il y a cette frustration et cette colère vis-à-vis des patients, mais qu'on comprend parfaitement, et de l'autre côté, vous avez le médecin qui, lui, essaye de faire de son mieux avec les moyens qu'il a, qui essaye parfois, qui rallonge parfois ses journées, qui rajoute des urgences et encore des urgences, et qui a l'impression de faire vraiment de son mieux. Je vous passe les contraintes administratives qu'il enquiquine franchement dans ces mots-là, parce qu'il préfère de loin être proche de son patient qu'être devant son ordinateur. Ça a été identifié. Il faut du personnel administratif, c'est très clair. Mais je veux dire, il y a des frustrations des 2 côtés qui se rencontrent à un moment qui est le pire, celui de la souffrance physique ou morale. Et ça peut être l'explosion, parce que la souffrance du patient, qui est-ce qui l'a en première ligne? C'est le médecin. Et donc, évidemment, ça rend les choses très compliquées. C'est en effet parfois des agressions et c'est difficile, très difficile d'en arriver là quand on est médecin, de la même manière que c'est très difficile pour le patient, parce que généralement, en arriver à agresser le médecin, ça veut dire perdre aussi son soignant, puisque c'est compliqué d'avoir un contrat de confiance après. Et on comprend du coup dans quel désarroi est tout le système de santé aujourd'hui. Alors, il y a bien sûr cette revendication qui est la hausse du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Sylvain Gonzalez, pour les Français, on est tenté de dire que ça ne change pas vraiment les choses, puisqu'il y a toujours le remboursement de la sécurité sociale. D'aucuns disent qu'il faut quand même les avancer, mais sur ce coût de la consultation, on ne peut pas y couper. 25 euros, c'est indécent, c'est ce que vous dites. Oh, tout à fait, avec 25 euros, actuellement, le reste à charge est minime. Les charges d'un cabinet sont très importantes. Ce que souvent est mélangé, c'est la différence entre ce que l'on paye à son médecin, qui est une petite entreprise, et ce qui va revenir au médecin à la fin, qui est l'équivalent de son salaire. Il y a une différence assez importante. C'est quoi? C'est plus de 60%? 65% de charge. Oui, voilà, c'est ça. Plus de 60. Et 65% de charge. Et c'est vraiment très, très, très important dans notre pratique. On commence à gagner notre vie qu'après le 15 du mois.
Et je pense que Donc, ce qu'il faudrait expliquer aux auditeurs, c'est justement toutes ces charges de cabinet et comment on peut faire de la simplification administrative si vous n'avez pas les moyens d'embaucher quelqu'un. On a vu des collectivités territoriales essayer de venir soulager dans des cabinets en mettant du personnel administratif. Bon, les maires sont devenus inéligibles, sont à 40 000 € d'amende, donc bon, il n'y a plus personne qui fait ça parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc à un moment donné, on parle d'un service public, en fin de compte, qu'on considère en tout cas comme un service public, puisque la médecine est quelque part pour les Français un service public, mais c'est bien de dire aux auditeurs que cette augmentation, c'est vraiment pour pouvoir donner un service public de qualité encore plus important et peut-être soulager les médecins dans leur profession pour qu'ils s'occupent plus des patients que de l'administratif également. Noël, oui, allez-y Sylvain Gonzalez pour terminer, oui. Et c'est exactement, nous savons faire tout ça, embaucher du personnel et tout. Nous ne demandons pas l'aumône avec des aides ou qu'on nous mette du personnel à disposition. On veut embaucher notre personnel, le rémunérer à sa juste valeur lui aussi, pouvoir avoir des personnes qui vont nous aider, des assistants médicaux ou autres, et on veut le faire nous, sans avoir à attendre une aide qui viendrait peut-être un jour de la part de la Sécu pendant quelques jours, quelques mois, quelques années. C'est pour ça qu'on veut cette rémunération avec cette consultation à 50 €. Ça nous rendrait notre liberté de faire absolument comme on veut et comme on peut, et sans rien attendre de personne. Tout à l'heure, Aurélie Gros évoquait les déserts médicaux en présentation. C'est vrai que nous avons tous ce sentiment de prendre un rendez-vous pour une date qui peut-être ne correspondra plus à la pathologie du moment où on appelle. Ce qui est quand même un comble. Et j'ai l'impression, Noël Clariclet, que ça a été progressif. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'est parce que on avait de moins en moins de praticiens, ou est-ce qu'il y avait de plus en plus de demandes? Comment vous le percevez, ça? Alors, il y a eu différents choix politiques depuis maintenant 30 ans. D'abord, à un moment donné, on a mis le numerus clausus pour limiter le nombre de médecins, en se disant il y aura moins de médecins, donc ça coûtera moins cher. Ça a été une drôle de façon de penser. Le fait est, ça a été le cas. Grave erreur, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. On a tous commencé nos études. On rentrait petit étudiant à la faculté. On nous disait bientôt il y aura plus de médecins. On savait déjà dans quoi on allait. Parallèlement à ça, on a commencé à faire de la médecine libérale une médecine qui n'était plus vraiment libérale. Et c'est ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que, c'est ce qu'expliquait Sylvain tout à l'heure, aujourd'hui, faut le rappeler, un cabinet, c'est une petite entreprise. Et donc, on doit pouvoir savoir comment la gérer. Donc, avoir de la visibilité quant à ce que le cabinet va rapporter pour pouvoir réinvestir. Aujourd'hui, on vit à la fois par rapport aux consultations que les patients payent, mais à la fois par des forfaits qui sont des perfusions de la CNAM, de la Caisse primaire d'assurance maladie, mais qui ne sont pas des revenus pérennes. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous donner une idée, il y a le forfait ROSP, par exemple, où vous avez une rémunération en fonction des objectifs de santé publique. En gros, si vous êtes un médecin bon élève, vous avez des sous. Si vous êtes un médecin mauvais élève et que vous n'accédez pas aux indicateurs, vous n'avez pas les sous. Mais ces indicateurs changent tout le temps. C'est un peu comme l'histoire des policiers qui doivent faire de la contravention ou pas, quoi. Ça ressemble un peu à ça. Alors, dans l'autre sens, parce que l'idée, c'est de faire de la médecine de qualité et de la prévention, etc., correctement. Alors déjà, les médecins n'ont pas besoin qu'on leur dise quelles sont les recommandations, etc. 2, ces indicateurs n'ont jamais montré de qualité, de plus-value en tout cas au niveau de la qualité des soins. Et surtout, ça met les médecins dans une insécurité financière à ne pas savoir si oui ou non, à la fin de l'année, ils vont toucher leurs primes et donc est-ce qu'ils vont pouvoir rémunérer leur personnel si jamais ils en ont employé. Bon, merci en tout cas à vous trois d'avoir développé ce thème qui nous concerne au quotidien. Et la conclusion, bien sûr, vous revient Aurélie Gros. Vous avez 10 secondes. 10 secondes, mais je vais en prendre que 5. Est-ce que vous avez eu des signes du gouvernement? Est-ce qu'ils vous ont dit que peut-être ils allaient retenir quelques-unes des propositions ou non? Parce qu'on va faire un appel ce soir. Secondes, alors, le gouvernement n'est pas venu vers nous, mais nous sommes allés vers lui, puisque nous avions bien entendu que la porte était ouverte. Donc il y a eu une première rencontre. Et à force d'acharnement, nous avons enfin normalement obtenu un rendez-vous, qui sera un rendez-vous après la manifestation du 5 janvier. Le rendez-vous est pris. Et voilà, nous espérons que ça sera un rendez-vous de travail, et non pas un rendez-vous cordial, simplement comme le 1er décembre. Et ben nous porterons vos propositions. Dans un instant, vous voyez que vous grappillez sur les 5, les 10, ça fait 25. Et on a 30 secondes. Dans un instant, l'association Cinéma pour tous avec Clémentine Charlemagne qui sera notre invitée avec Stéphane Pellet. Et restez avec nous, c'est passionnant.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros et Stéphane Pellet qui sont avec nous, alors qui vous souhaitent une bonne année et qui en plus... Oh là là, j'entends des bruits de bouche dans le micro, ne faites jamais ça. Non, parce qu'il faut le dire à nos auditeurs, Aurélie Gros, mais Aurélie, arrêtez avec ces bruits de bouche. Ah, pas devant le micro, parce que tout s'entend, vous avez amené une galette des rois. Voilà, et il se trouve que le roi, celui qui a tiré la fève, c'était moi. Mais oui. Voilà. Alors, mais vous n'avez pas la couronne. je n'ai pas encore la couronne parce que j'ai le casque. Stéphane Pellet, en tout cas, lui, est prêt aussi. Il est en train de toucher son micro. Vous êtes magnifique sur les bruits. C'est le début d'année. Cher Stéphane Pellet, nous y allons. Il fallait bien démarrer donc avec une galette et des rois et des reines. C'est fait. Et nous parlons cinéma. Alors ça, Rois et reines, un très beau belle... film d'ailleurs. Oui, très beau film. Alors c'est une très belle initiative, une association qui organise pour des enfants des quartiers dits difficiles, en difficulté, qui organise tout un tas d'happenings, comme on dit dans le monde du cinéma. Et oui, c'est un honneur de démarrer l'année 2023 avec vous, Clémentine. Votre association est une belle organisation qui donne du bonheur à des milliers d'enfants. Nous accueillons effectivement Clémentine Charmelaine, déléguée générale de Cinéma pour tous. Clémentine Charlemagne. Et voilà. Ce sont de belles personnes qui ont créé cette association. Donc Isabelle Giordano, nous en parlions tout à l'heure, bien connue comme Madame Cinéma sur Canal+, notamment, et Brigitte Acquenin. Racontez-nous votre rencontre avec elle, parce que je crois que ça a commencé par une rencontre. Effectivement, oui. Moi, j'ai connu Isabelle il y a un certain nombre d'années, alors qu'elle elle dirigeait à l'époque Unifrance, qui est un organisme en charge de la promotion du cinéma français à l'étranger. Et moi, je travaillais dans la production cinéma à l'époque. Et à un moment où j'ai eu envie de changer d'axe un peu professionnel pour pouvoir sentir un engagement citoyen dans mon quotidien professionnel. Donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie. Il en avait quand même déjà un, mais j'avais envie d'un sens un peu plus fort vraiment au quotidien. Et on m'a présenté par un très heureux hasard Brigitte Acquenin, qui était la déléguée générale de l'association et la cofondatrice avec Isabelle Giordano. On s'est rencontrés. Et elle cherchait quelqu'un pour reprendre le flambeau de son association. C'est une association qui a 16 ans, hein, il faut le dire. 16 ans, voilà, elle a été créée en 2006. Et à l'époque, l'idée, c'était vraiment de donner accès à des jeunes de quartier prioritaires qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer en salle de cinéma, de leur donner les moyens d'aller en salle de cinéma le temps d'une projection suivie d'un débat avec une personnalité qui avait participé au film, donc réalisateur, réalisatrice, comédienne, comédien. Voilà, et puis les choses ont évolué parce que la société évolue et les pratiques évoluent, donc on a toujours cette envie d'inviter des jeunes en salle de cinéma, mais on a également maintenant l'enjeu de leur donner envie d'aller au cinéma et de leur donner le goût de se déplacer et de venir voir des films ensemble. Bon, maintenant nous savons ce que vous faites, alors à vous, Stéphane Pellet. Alors on pourrait presque s'amuser avec des titres de films, mais parce que aller dans les salles de cinéma, c'est un peu mission impossible actuellement. Les chiffres de fréquentation du cinéma se tassent progressivement. Mais ça a remonté un petit peu quand même, Stéphane. Ça a remonté un petit peu là, sur les fêtes de fin d'année. Le Covid est passé par là. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes que vous recevez pour leur faire comprendre que le passage en salle, d'aller en salle, c'est toujours une priorité? Alors, aller en salle, effectivement... À titre personnel, je considère évidemment que c'est une priorité, mais en fait, on fait régulièrement un constat qui est assez douloureux. Quand on commence les séances, on leur demande est-ce qu'ils préfèrent regarder un film chez eux ou en salle de cinéma. Et pour beaucoup, ils disent que ça leur est égal. La majorité nous dit que ça leur est égal. Bien heureusement, à l'issue des projections, ils ne tiennent pas du tout le même discours et en général, ils sont tous très heureux d'avoir vu ce film ensemble. Mais souvent, je mets en avant... Sachant que chez eux, c'est pas forcément devant la télévision, mais ça peut être aussi devant le téléphone. C'est ça qui est terrible. Sur un écran tout petit, qui n'a rien à voir pour les conditions, parce qu'évidemment, voilà, les jeunes auxquels on s'adresse n'ont pas forcément les moyens d'avoir un home cinéma. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une pratique du cinéma, de la découverte, voilà. Je pars du principe que plus on voit des films, plus on a envie d'en voir, et ça, c'est le plus important. Néanmoins, j'ai aussi vraiment à cœur de développer ces questions d'égalité en fait au sein de la salle de cinéma. C'est-à-dire que aller au cinéma, c'est un acte social, donc ça on leur en fait prendre conscience en parlant à chaque fois.
On leur fait fermer les yeux, ouvrir les yeux, prendre conscience de la taille de l'écran, de l'endroit dans lequel ils sont. Puis ils passent 2 heures les uns à côté des autres en se supportant dans le silence. Et surtout, ils regardent tous dans la même direction à ce moment-là. Et ça, c'est finalement quelque chose d'assez singulier, d'assez exceptionnel. On a eu par exemple une projection une fois avec Yannick Noah qui est venu pour participer à la projection et lui venait découvrir le film avec les jeunes. Avant la séance, ils étaient tous très impressionnés qu'ils soient là. Puis finalement, le temps du film, ils étaient tous à égalité. Stéphane ça, en Pellet. fait, c'est un mot important. Alors, vous avez des partenaires pour ça, vous travaillez avec les établissements scolaires, mais ce qu'il faut bien préciser, et peut-être que vous allez nous expliquer dans le détail, c'est de comprendre comment vous montez ces projections, ces avant-premières, c'est que les enseignants viennent sur leur temps personnel. C'est pas une question de lien au programme. Donc, comment vous faites? Parce que je pense que vous pourriez organiser ça partout en France. Vous en êtes déjà à 5000 jeunes sur une année, mais je pense que vous pourriez être partout en France. Effectivement, on a énormément de chance, d'une part parce que l'association existe depuis 16 ans, donc on a un réseau solide qui s'est construit par le bouche à oreille. C'est-à-dire que c'est des profs qui se passent le message régulièrement et des profs en fait qui sont très motivés, extrêmement investis pour les jeunes avec lesquels ils travaillent au quotidien. Bien souvent, ça part de là. Souvent, c'est la motivation d'un prof. Et donc les profs viennent parce que on organise des projections le mercredi après-midi de la sortie des films. Donc on organise ça à un moment où les jeunes ne sont pas en classe. Les profs disent moi je vais venir je vais venir avec 15 jeunes, je vais être là. Ils sont extrêmement fiables, ce qui est très agréable pour nous parce que nous on achète les places de cinéma en fait qu'on offre aux jeunes bénéficiaires et les profs en fait nous disent moi je prends cette initiative-là de venir avec tous ces jeunes et c'est sur leur temps libre et donc on a un réseau de profs extrêmement motivés, extrêmement engagés pour des jeunes qui ont peu confiance en eux, en lesquels on croit peu, en lesquels la société leur semble peu croire et eux leur donnent confiance et on essaie de leur donner confiance. Question d'un animateur de débat. Je vous pose la question sur ces débats qui suivent les projections. Est-ce qu'il y a une prise de parole systématique ou est-ce qu'il faut dans un premier temps les inciter à la prendre? Est-ce que habituellement ils ont le réflexe de réfléchir aux films qu'ils ont vus précédemment? Alors j'avoue qu'on a énormément de chance en fait parce que la diversité des publics qu'on a, des âges aussi, ça va à peu près de 13 à 20 ans, fait que souvent les plus jeunes sont moins inhibés que les plus âgés, donc parlent plus spontanément, ils prennent la parole. Le fait qu'une personnalité soit présente également, ça leur donne très envie de donner en fait leur avis, leur ressenti. Nous, on n'est pas là pour faire de l'analyse de film, on fait de l'éducation par l'image avant tout plutôt que de l'éducation à l'image. Et donc on propose des films qui ont des thématiques citoyennes, autour de questions humaines, morales. D'émancipation. Et donc c'est souvent en fait des films assez inspirants, assez grand public aussi, donc accessibles pour les jeunes, et qui leur donnent envie de s'exprimer après coup, de leur dire moi ça m'a parlé, voilà ce que j'ai ressenti. Stéphane. Et ça n'est pas les seules formes d'action que vous avez. Ça c'est des projections, si possible des avant-premières, mais il y a aussi des ateliers. Vous avez des concours et j'ai même vu que vous emmeniez un certain nombre des vainqueurs de ces concours à Cannes carrément. C'est le gros lot. C'est les 2 premiers prix du concours. Vous pouvez nous raconter effectivement, ça on a des projections. Alors on a des projections virtuelles qu'on organise également avec le Musée national d'histoire de l'immigration autour d'une thématique qui s'appelle Nos histoires de France. Et pour ces films-là, en fait, ça s'est créé au moment du Covid. Et en fait, on a décidé de garder ce format parce qu'il nous permet de donner accès à encore plus de jeunes à nos projections, puisqu'il n'y a pas de limite géographique. Ils sont pas cantonnés à une ville et sa périphérie. Et puis, on n'a pas de jauge non plus maximale, puisque on a parfois des projections avec 1000 jeunes en virtuel. Ouais. On a également des valises DVD qu'on envoie en fait à des structures pour organiser des projections pendant les vacances au sein d'associations, et donc le concours d'écriture qu'on organise chaque année. Cette année, on avait comme thème quel est le film qui t'a le plus surpris ou fait changer d'avis sur un sujet. Le palmarès, c'était quoi? Et on a eu vraiment des très beaux témoignages, parce qu'en fait c'est vraiment la sincérité qu'on met en avant et le ressenti personnel de ces jeunes. C'est pas une dictée, c'est pas c'est pas ça la question, c'est vraiment qu'est-ce que tu ressens quand tu vois quelque chose et qu'est-ce que ça te fait de découvrir ce film. Il y a un film qui ressort? C'est très varié, vraiment très varié. C'est-à-dire que les 2 premières lauréates, celles qui sont venues à Cannes avec nous cette année, parce que donc on invite chaque année, grâce à L'Oréal,
deux premiers lauréats à Cannes. C'était Le Diable s'habille en Prada et Papicha. Donc 2 films qui n'ont rien à voir. Ouais. Mais Le Diable s'habille en Prada, c'était une jeune fille qui ne savait pas, avant de voir ce film, qu'on pouvait faire du dessin son métier et qui avait décidé du coup de s'orienter vers un lycée pro en stylisme. Ah ouais, mais c'est ça. Après avoir vu ce film. C'est intéressant. Bon, alors vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là, on fait Jean Mineur, oui. Ça nous rappelle en radio aussi, c'est la publicité. Allez, on revient dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros et Stéphane Pellet, les coprésidents du G500 citoyens. Une ONG citoyenne, 500 associations et 500 000 sympathisants. 2 thèmes comme à chaque lundi, et c'est la première de la saison. Alors, nous avons rendu tout à l'heure hommage aux médecins, et là, nous nous intéressons à une pratique qui fait l'unanimité auprès des Français, c'est le cinéma. Clémentine Charlemagne est avec nous, elle est déléguée générale de Cinéma pour tous. C'est une association qui propose aux enfants des quartiers difficiles, 1, de regarder et d'assister à des projections au cinéma, et 2, de débats, et 3, en plus des concours. Et pour nous éclairer sur le thème, c'est Stéphane Pellet. Alors vous savez ce qu'on pourrait faire l'année prochaine dans vos films, c'est peut-être de programmer les 4 ou 5 films qui sont sortis sur les médecins, parce que ça a été un grand thème. Il y a un grand réalisateur qui s'est spécialisé là-dedans, mais donc vous avez vu Hippocrate, c'est devenu même une série. Ça serait intéressant de voir si ça marque les enfants et un qui va sortir et qui permettrait de parler de votre univers, à vous les médecins qui êtes restés sur le plateau. Nous, on voit bien que les univers des images est partout dans les supports, les gamins ont ça en main en permanence. Comment on peut continuer à donner envie d'aller voir du cinéma alors que pratiquement on explique qu'avec son smartphone on peut maintenant faire un film, le monter, que donc la production cinéma est à la portée de tous? Alors la production cinéma est effectivement à la portée de tous. Après, on sait tous lire et écrire, pour autant on n'est pas tous écrivains. Donc la créativité, c'est quelque chose qu'il faut stimuler. Et en fait, tant mieux si on sait s'en emparer. Mais c'est vraiment la manière dont on raconte des histoires et les histoires en elles-mêmes qui font que vraiment on voyage. Et en fait, tant mieux s'il y a de nouvelles formes qui se développent par la démocratisation de ces outils, parce que pendant très longtemps et encore maintenant, le cinéma est réservé à des personnes assez privilégiées. Et tant mieux, en fait, si des nouvelles voies émergent par ces biais-là. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle primordial qu'ont les professeurs qui vous accompagnent dans votre projet. Ces professeurs ont souvent des problématiques avec ces enfants des quartiers difficiles, notamment sur des sujets assez forts, des sujets historiques, par exemple sur la Shoah, etc. Dernièrement, on a eu un film, moi, que j'ai trouvé exceptionnel, sur Simone Veil, qui est un film qui a connu une immense réussite. Est-ce que vous saisissez l'occasion aussi de faire comprendre certains phénomènes historiques et puis certaines réalités aussi qui en découlent? Oui, tout à fait. C'est notamment les thématiques qu'on aborde beaucoup avec nos histoires de France, donc les projections qu'on fait en partenariat avec le Musée national d'histoire de l'immigration. Mais par exemple, je suis allée, c'est étonnant que vous parliez de la Shoah, parce que je suis allée il y a quelques semaines avec une enseignante à Auschwitz et certaines de ses élèves, parce que c'était, pour le coup, elle est également présidente d'une association. C'est une enseignante extraordinaire de Noisy-le-Sec, qui s'appelle Samia Essaba, que en Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, que je vous recommande de recevoir un jour parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et elle a lancé une association qui rassemble des femmes de toutes les cultures, de tous les milieux sociaux, et qu'elle emmène chaque année à Auschwitz. Et elle en avait discuté en fait avec Simone Veil de ça. Et donc, par le biais d'un partenariat que j'ai spécifiquement avec son lycée, je suis allée moi aussi avec des élèves là-bas. Donc en fait, on arrive parfois à faire des ponts un peu différemment, et on saisit vraiment l'occasion de film pour aborder des thématiques qui sont parfois très compliquées et qui permettent aussi de développer l'empathie, en fait, parce que quoi de mieux qu'une histoire à laquelle on va s'identifier parce qu'on s'identifie à un personnage et qu'on est bouleversé par le parcours d'un personnage pour mieux comprendre redévelopper la relation à l'autre. Ouais, Stéphane. Ouais. Justement, ça a donné quoi comme réaction? Parce qu'il faut bien le dire, il y a peu de temps, il y a quelque chose qui, sur les réseaux sociaux, avait extrêmement choqué. C'était une gamine qui se prenait en photo devant
Auschwitz, qui avait l'air totalement lunaire, qui n'avait l'air de rien comprendre à l'endroit où elle était. Alors, pour le coup, étant donné que j'y suis allée dans un cadre bien particulier avec une enseignante exceptionnelle, elle avait quand même bien briefé les jeunes. Donc, en fait, c'était un voyage bouleversant. Mais c'est ça qui est primordial, c'est-à-dire que vous dites les avoir briefés. En fait, c'est la qualité de l'encadrement là qui va primer. Oui, par briefé, je veux dire, elle les a préparés et vraiment, les jeunes étaient extrêmement sensibles à ce à quoi elles allaient assister, ce qu'elles allaient découvrir. Et ça a été un voyage bouleversant pour tout le monde et une rencontre interculturelle aussi. Bon, pensons aussi à un autre film là de l'actualité cinématographique qui est aussi une très grande réussite, 13 novembre. Même chose, voilà typiquement ce genre de film où vous avez organisé des débats. Comment ça s'est passé? Alors, je n'ai pas organisé de projection pour ce film-là. En fait, comment vous colle décidez à l'actualité cinématographique. Alors oui, mais parce que là, ça. Et parfois, en fait, il y a on a une limite financière dans nos actions qui est que on a une petite association et on a une limite humaine aussi. Donc parfois, en fait, un film sort, j'organise une projection. Je peux pas organiser la projection d'un autre film. Et vous êtes combien vous êtes combien à vous occuper de? Je suis seule. Vous êtes seule. Je suis seule. Seul salarié, mais avec une salarié. équipe. Après, j'ai évidemment Isabelle Giordano qui est la présidente et on a une antenne à Lyon et à Rouen où des personnes en fait travaillent sur des projections spécifiques en fait. Que j'organise. Mais clairement, et profitez de cette fenêtre que nous vous ouvrons. Mais vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de soutien. On a toujours besoin d'argent, oui, et de soutien pour nous permettre de poursuivre ces actions et de toucher toujours plus de jeunes. Parce qu'en fait, les collectivités locales, elles vous suivent ou pas? Oui, on a un soutien de la ville de Paris pour les collectivités locales. Après, on a un vrai soutien de la part du CNC, le Centre national du cinéma. On a un soutien de l'Agence nationale pour la cohésion territoriale également, qui sont des soutiens très solides. On a régulièrement des soutiens de fondations en fait qui se renouvellent tous les 3 ans. On est également soutenu par Netflix depuis peu, et on est soutenu également par le Fonds Maïf pour l'éducation pour les valises cinéma. Bon, c'est sympa de la part de Netflix parce que dernièrement, il a souvent été question lors de l'évocation, vous en parliez Stéphane. Alors ça reprend un petit peu quand même, mais les entrées au cinéma, le concurrent montré du doigt, c'était les plateformes justement. Ouais, mais leur envie, en fait, je pense je vais pas parler en leur nom. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est retrouvés sur une envie commune de donner envie aux jeunes de voir des films et de s'émanciper par ces découvertes. Et ça, c'est une envie qu'ils ont dans leur dans leur politique et vraiment, en fait. Tant mieux si les films, moi je le pense, tant mieux si les jeunes découvrent des films sur des plateformes et que ça leur donne envie plus tard de voir plus de films et d'aller en salle. Tant mieux s'ils les découvrent en salle et qu'ils ont envie de s'abonner. Enfin, l'important, je pense, c'est de voir des films, de s'émanciper. Il faut bien dire que les réalisateurs et les gens de cinéma d'une manière générale et de la production, puisque vous êtes une ancienne de la production, ont considéré désormais que tous les écrans entre guillemets se valent. Si à un moment ou un autre, on se débrouille pour faire sortir le film. Il y a des films maintenant qui ne sont sortis que pour des plateformes, mais qui vont permettre à un réalisateur de préparer un prochain qui lui sortira en salle. Bon, je ne vais pas parler d'Avatar puisque lui c'est prévu. Là, c'est le succès. C'est le succès. Ça montre qu'en tous les cas, quand il y a des très belles images, il y a aussi une envie. Mais plus largement, votre credo, c'est l'accès à la culture. Isabelle Giordano le répète fréquemment. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez? Puis autour de cette table, je sais qu'on est un certain nombre d'amoureux de la culture. Donc, dites peut-être ce que vous voulez, ce qu'il faut, et puis comment motiver les enseignants. Oui, sur cette démocratisation de la pratique culturelle. Oui, en fait, quand on parle d'accès à la culture pour tous, en fait, il y a énormément d'initiatives qui existent déjà et qui sont formidables. En revanche, il y a beaucoup de jeunes qui peinent à s'en saisir. Et qu'en fait, quand on parle d'accès à la culture pour tous, c'est pas qu'une question de barrières matérielles, financières ou géographiques, mais c'est aussi pour beaucoup une barrière personnelle en fait. Et c'est l'envie, la motivation aussi. En fait, c'est l'envie, la motivation, mais souvent on se sent pas forcément légitime. On n'a pas l'impression d'avoir sa place, que ce soit dans un musée, puisqu'on parle de culture dans son ensemble, dans un musée, une salle de théâtre, une salle de concert pour des concerts qui ne seraient pas forcément des concerts de musique urbaine, voilà. Enfin, c'est-à-dire que
et également une salle de cinéma. Je vois vraiment la différence selon les salles de cinéma dans la manière dont les jeunes en fait s'approprient l'espace. Selon la formule consacrée, c'est devenu old school pour eux le cinéma ou pas? Pas forcément, mais c'est qu'en fait, je pense que c'est très important de les accompagner et de leur montrer en fait d'une part que les lieux leur appartiennent en fait et qu'ils ont autant le droit et la légitimité d'être à cet endroit que d'autres. Et c'est exactement aussi une envie qu'on a sur le plan de la découverte citadine, c'est-à-dire qu'on organise des projections en ville, donc dans Paris, dans Lyon ou dans Rouen, vraiment à l'intérieur des villes, parce qu'en fait on veut les inciter à franchir la barrière du périphérique et leur montrer qu'ils ont le droit de s'approprier cet espace qu'il est à tout le monde. Bon, on vous encourage en tout cas, et puis si ça peut donner des idées à d'éventuels sponsors, des partenaires, c'est très bien. Alors, si tous les professeurs qui ne sont pas en région parisienne ont envie de participer aux projections virtuelles, surtout qu'ils n'hésitent pas à nous Donc contacter. sur le site internet. Il y a un site, hein, voilà, c'est ça. Ouais, et les coordonnées. Rappelez-le. Voilà, cinémapourtous.fr et sinon l'adresse cinéma@cinémapourtous.fr. Merci Clémentine Charlemagne, déléguée générale de Cinéma pour tous. Alors Stéphane Pellet et Aurélie Gros, c'est le moment des bilans, parce que quand on passe d'une année à une autre, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on a fait? Alors pour vous, ça a été les vraies voix citoyennes, et on peut dire que déjà votre démarche affiche de belles réussites. Vous êtes donné pour mission de faire bouger les décideurs et ça marche. Alors on prend quelques exemples. Allez-y. Ça marche, mais il y a aussi les résolutions quand on passe à une nouvelle année. Bien sûr. Ça permet, j'imagine que vous en avez fait. C'est fait. Bon, ça va alors. Donc commençons par le plus haut de la pyramide, le président de la République. Ça intéresse tout le monde, le président de la République. Oui. Après plusieurs émissions qui ont mis en évidence la trop faible mobilisation, vous le savez, on en parle souvent sur les vraies voix citoyennes, des services de l'État face au handicap, nous avons passé le message directement à son conseiller, puisque nous avons été reçus le 8 décembre dernier. À l'Élysée, et avec un argument relativement fort que l'on répète sans cesse, qu'on ne peut pas laisser 12 millions de personnes comme ça sur le bord de la route. C'est nos concitoyens, donc il faut s'occuper beaucoup plus du handicap. Et le message a été reçu immédiatement, et promesse de passer la surmultiplier. Et dans la foulée, le décret sur la déconjugalisation de la l'AAH a été publié. Et vous n'avez pas choisi les mots les plus faciles à prononcer. Non. Et vous avez réussi avec brio. C'est pas gentil, Frédéric. Non, mais elle a réussi, Stéphane. Enfin, le premier, c'était léger, mais le deuxième était parfait. Pas mal. Bon, on passe à Stéphane sur un autre exemple. Stéphane. Alors, quelques semaines auparavant, c'était l'association de l'équipage solidaire qu'on recevait ici. Alors, vous vous souvenez, c'est ces jeunes qui distribuent des kits alimentaires et d'hygiène aux étudiants. Ils avaient une envie, être reçus par le ministre des Solidarités, et donc ils ont été à notre demande reçus par le cabinet du ministre Jean-Christophe Combes, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Et leur demande a donc été exaucée, et de telle manière qu'ils aient accès à des stocks, les stocks de la banque alimentaire, etc. Donc le travail a été remarquablement fait, et cette association d'étudiants, avec un président à sa tête qui n'avait même pas 20 ans, je crois, c'est ça, qui donc a été reçu par le cabinet du ministre, à nouveau, à notre demande exprimée lors des vraies voix citoyennes. Bravo, et c'est bien, on en a profité parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans. Allez, Aurélie Gros. Bon, vous vous rappelez de Julie Charvin, cette jeune fille qui proposait une version revisitée façon univers des jeunes d'aujourd'hui, des grands classiques en lecture, et qui avait pour objectif de donner le goût de la lecture, et ça marchait du feu de Dieu, puisque Gallimard l'a contacté en vue d'une édition. Donc c'est plutôt pas mal, mais bien mieux, c'est la direction générale du ministère de l'Éducation qui a accédé à sa demande de présenter son travail devant les responsables du monde enseignant après notre intervention aux vraies voix citoyennes. Et après, je pourrais vous parler du CNR. Vous savez, le Conseil national de la refondation, et non pas de la résistance. La résistance, c'est madame en face, qui a intégré nos amis du collectif Santé en danger. Ils ont été intégrés à toutes les démarches du CNR. La Banque Postale qui s'est engagée encore plus en faveur de l'emploi handicapé, puisqu'on les a présentés à Papillon de Jour. Ils ont signé un contrat, donc la Banque Postale va accélérer l'insertion, l'intégration de personnes handicapées dans le personnel, donc c'est bien. Donc ça fait très 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 plaisir, voire vraiment plaisir. Et on voulait juste vous dire que vous pouvez compter sur nous pour continuer
en 2023. Ça, c'est nos résolutions. Et tous les lundis soirs qu'on sur sera Sud Radio. encore plus nombreux, qu'il faudra changer les 500 000, je sais pas, G500, il faudra l'appeler G1000, et qu'on compte sur toutes les associations pour nous rejoindre, pour faire bouger nos décideurs. 1000 associations, donc si je multiplie, ça fait 1 million de sympathisants. Quoi. Ce serait bien. Voilà. Le million. Et Stéphane Pellet, pour conclure. Et moi, j'ajouterais qu'une chose, Frédéric, c'est qu'au nom donc du G500 et de toutes ces associations, ces collectifs, dont 2 magnifiques sont autour de la table, nous vous remercions. Et donc, on espère poursuivre notre route ensemble en 2020. Écoutez, toute l'équipe de Sud Radio, en tout cas, est très fière de vous avoir et peut-être rappeler à nos auditeurs, s'ils veulent s'intéresser aussi, vous avez un site internet. Oui, alors sommetcitoyen.fr, voilà, qui regroupe l'ensemble des organisateurs, des associations qui veulent faire bouger les choses de façon positive avec des propositions, pas des revendications. Parce qu'on dit souvent revendications, mais ça n'en est pas. C'est des propositions. Et parce que les citoyens, l'intelligence collective, ça existe. Et il faudrait qu'on soit un peu plus entendus. Et je sens que ça commence à bouger. Nous, on fait des vrais CNR. Voilà. Conseil national de la refondation. Des vraies nouvelles méthodes. Bonne année à tous. Bravo et au travail maintenant. Et pour toutes ces associations aussi, bon courage. Dans un instant, il sera 20h. Nous allons retrouver bien sûr Yvan Cujoux sur Sud Radio. Bonne année à tous.